Coucou les filles, je suis vraiment super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est la troisième et la dernière vidéo de la série de vidéos de ma grossesse. Et aujourd'hui on va parler de la fin de ma grossesse, donc de la période de 29e à la 39e semaine. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos précédentes, donc sur le tout début de ma grossesse et ensuite donc le deuxième trimestre, je vous invite de le faire, les liens vont s'afficher juste là. On va attaquer directement. Ne faites pas attention si jamais je baisse un peu les yeux parce qu'en fait j'ai mon petit carnet avec des notes que j'ai faites pour ne rien oublier. Et donc je vais commencer, on démarre à la 29e semaine et ce qui s'est passé la 29e semaine, c'est que c'était le mariage de ma soeur et qui habite en Italie et je ne pouvais absolument pas ne pas y aller. Surtout que je me sentais très bien, même si mon ventre était déjà assez grand, comme vous pourriez le voir sur la photo. Je me sentais vraiment d'attaque et je me sentais vraiment bien capable de prendre un avion. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le droit de prendre l'avion jusqu'aux 32 semaines de la grossesse, parfois même un petit peu plus loin, avec certaines compagnies. Tout ça, toutes ces informations, vous pouvez toujours les regarder sur le site de la compagnie aérienne que vous allez prendre. Et tout simplement, pour être admise à bord, il vous faut présenter un certificat médical établi par votre gynécologue ou votre obstétricien. Moi, j'allais voyager avec la compagnie Ryanair. Et sur le site de Ryanair, vous avez un formulaire déjà préfet qu'il vous suffit de télécharger, imprimer et de faire remplir par votre gynécologue ou sage-femme, obstétricien. Pour moi ça tombait très bien parce que j'avais la visite chez ma gynécologue 2 jours avant de prendre l'avion. Elle m'a examinée comme d'habitude, elle a regardé si tout allait bien et tout allait très bien et ça ne lui posait absolument pas de problème, elle ne voyait pas de problème de me laisser partir. Je vais partir 2 semaines, donc de revenir à 31 semaines. La seule recommandation qu'elle m'a donnée qu'il faut vraiment respecter à la lettre, c'est évidemment de mettre toujours les bas de contention avant de prendre l'avion toute la durée du vol et les garder la journée après le vol. Il faudra aussi prendre deux comprimés de space-fond avant et après le vol et aussi de boire beaucoup de liquide et essayer, moi ça vraiment ça a été vraiment très bien. Ce n'était pas un vol très long, c'était un vol direct qui durait 1h50 et je me suis quand même pas mal baladée pendant le vol puisque c'était assez difficile de rester assise, surtout que j'avais quand même envie d'aller pipi assez souvent. Je crois que j'y suis allée au moins 3 fois. Et donc je suis arrivée en Italie toute contente, toute heureuse et toute bien ronde et enceinte. Et qui dit Italie dit le soleil évidemment, puisque nous étions au mois de juillet. J'ai vraiment la chance puisque ma soeur elle habite juste au bord de la mer. Donc on allait souvent à la plage qui me faisait un énorme bien. Par contre c'est en Italie en fait que j'ai découvert mon nouveau disons souci. Puisque par la suite il n'y avait que des soucis parce que le fin de ma grossesse était quand même assez pénible. Donc le premier souci que j'ai découvert c'était les bouffées de chaleur. C'est-à-dire je ne supportais plus du tout la chaleur, j'avais vraiment du mal. Enfin oui certes, le mois de juillet était très chaud en France qu'en Italie, le mois d'août aussi d'ailleurs. Mais j'avais vraiment du mal et j'avais des besoins accrus, vraiment accrus en air frais. Et je peux vous dire que ça continue toujours. Là aujourd'hui, actuellement je suis à presque 5 mois postpartum et j'ai toujours chaud en permanence. Vous le voyez pas, mais là dans ma pièce, j'ai complètement éteint tout le chauffage. Je profite en fait du fait que tout le monde dort. Et j'ai ouvert grand les fenêtres, toutes les fenêtres, tout simplement parce que j'ai chaud. Ça a commencé donc à 29 semaines et ça dure jusqu'à maintenant. Et les nuits en Italie, je vous jure, je m'étouffais parce que j'avais vraiment du mal à respirer. J'avais le cœur qui battait comme un cinglé parce que tellement j'avais chaud. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte que je ne vous raconte pas des conneries. Lorsqu'il fait 15 degrés par exemple dehors, il faisait 15 degrés dehors ou il fait 15 degrés dans la pièce, parfois ça arrive. Tout le monde est évidemment en pull, en gilet ou je sais pas quoi et moi je me balade avec un petit t-shirt à manches courtes. Voilà, et j'ai pas froid du tout, j'ai même pas frais, j'ai assez chaud. Et malgré ce petit désagrément, j'ai quand même pu bien profiter de la mer. Lorsqu'on est enceinte,
nous ne sommes pas malades et on doit vraiment profiter de ce fait, de cette période et de faire vraiment tout dont on a vraiment envie. Si vous avez envie d'aller vous baigner, allez-y. Si vous avez envie de sortir au cinéma, au resto, aller au concert, allez-y. C'est vraiment un bon moment, il faut vraiment en profiter parce que après, c'est vrai que les premiers mois avec le bébé, ça va être assez difficile de faire vraiment tout ce qu'on veut. J'ai adoré me baigner dans la mer, juste me balader au bord de la mer. Ça apaise, ça calme et l'air frais, il fait vraiment du bien. Et l'eau marine, elle m'a fait vraiment du bien aussi. Et c'était vraiment génial et je ne regrette absolument pas. Et ce qui a commencé à se passer, ce qui a commencé à se produire aussi à cette période très importante, c'est que je commençais à avoir des vergetures. Et quand je vous dis que j'ai commencé à avoir des vergetures, je sais vraiment ce que je veux dire. C'est pas juste une ou deux vergetures par-ci par-là, toutes minuscules. Non. J'ai des vergetures énormes. Bon, ça s'explique aussi par le fait que j'avais un ventre énorme et je pense que ma peau est tout simplement prédisposée à faire des vergetures. Et j'avais beau à mettre des crèmes et des huiles, toutes possibles et probables dès le début de ma grossesse. Je commençais à mettre dès 6 semaines je crois. J'en mettais en permanence, je mettais la crème 9 mois de Mustela. Après je suis passée à l'huile d'amande douce qu'on m'a conseillé. Ensuite j'ai essayé aussi l'huile contre les vergetures de Eucérine dont j'ai entendu parler énormément de bien sur YouTube, notamment par la youtubeuse Golden Wendy qui a parlé que du bien, qui en disait que du bien, en disant que c'est vraiment quelque chose qui lui a permis de se débarrasser de ses vergetures en vraiment très peu de temps. Je peux vous dire que j'utilisais avant d'avoir les vergetures et une fois que j'ai déjà commencé à avoir des vergetures et ça ne m'a rien fait, absolument rien fait du tout. Ça s'aggravait de jour en jour et je me suis retrouvée finalement avec des vergetures juste énormes. Toute la fin de la grossesse, je continuais évidemment de dormir avec mon coussin de grossesse maternité. Celui que je vous conseille d'ailleurs vivement. Pour moi personnellement, c'était le meilleur coussin que j'ai trouvé, un rapport qualité-prix. Donc c'est le coussin que je vous montre juste là, c'est Tineo Multi-Relax. C'est le coussin le moins cher que j'ai trouvé et le plus fonctionnel, disons, que j'ai trouvé aussi, puisque vous pouvez non seulement l'utiliser pendant votre grossesse pour vous sentir confortable pendant votre sommeil, mais il est aussi utilisable pendant l'allaitement et pour le sommeil de votre bébé. Ce que moi par exemple je faisais les premières semaines, le premier 1 mois et demi, Adriana elle dormait carrément dans le coussin de maternité que je mettais dans son lit. Elle se sentait vraiment très bien dedans et moi je me sentais très bien aussi puisque j'étais rassurée parce que je pouvais la mettre un petit peu, le caler un petit peu, mettre sur le côté. Comme ça si jamais elle faisait un renvoi, si jamais elle avait un remont, ça sortait tout facilement et elle ne risquait pas de s'étouffer ou quoi que ce soit. Donc mes vacances en Italie se sont très bien passées, à part le fait que je souffrais un peu de chaleur, mais j'ai quand même bien pu profiter de ces 2 semaines. Je suis rentrée en France tranquillement, je n'ai eu aucun souci ni dans l'avion ni dans l'aéroport, je me sentais vraiment très bien. Et juste en rentrant, parce que je suis rentrée à la 31e semaine, et en rentrant, au bout de quelques jours, je crois que 2 jours plus tard, on allait faire l'échographie du 3e trimestre. Donc la 3e échographie obligatoire qui se fait toujours à 32-33 semaines. Et cette échographie en fait, elle sert à beaucoup de choses puisqu'elle permet d'observer la croissance de votre bébé. L'échographie, elle est toujours faite, c'est obligatoire de la faire sur vraiment un très bon appareil. Vraiment avec un médecin qui se spécialise dans les échographies. Pendant cette échographie qui a duré assez longtemps, je crois qu'elle a duré au moins 20 minutes, ça c'est facile. Le médecin va mesurer le périmètre crânien de votre bébé, la longueur de ses fémurs. Et la longueur de fémur, elle permet au médecin de prédire à peu près la future taille de votre bébé.
Généralement, on va aussi peser votre bébé et mesurer sa longueur fœtale. Généralement, les bébés à cette étape-là, 32 semaines, ils pèsent entre 1,4 kg et 2 kg et ils font 40 cm environ. Ma puce, ma puce, elle faisait déjà 2,2 kg. Elle était déjà un beau bébé, oui. Ensuite, ce qui est très important pendant cette échographie, c'est qu'on fait l'examen morphologique. On va examiner en détail le cœur, le cerveau de votre bébé, ses reins. Il va voir aussi si les connexions entre le cœur et ses oreillettes sont bien établies. Vérifier le bien-être fœtal, donc si votre bébé se sent bien, si la circulation sanguine, donc entre le placenta et le cordon ombilical et le bébé fonctionne bien. Tout ça, ça permettra de définir, de dépister toute anomalie possible, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas chez votre bébé. On va aussi préparer l'accouchement puisque c'est pendant cette échographie qu'on va aussi voir et vérifier le positionnement de bébé s'il se présente la tête en bas, donc il est déjà prêt pour le voyage, s'il se présente en siège ou s'il se trouve en position transversale. Mais si le bébé est en siège ou en position transversale, franchement il ne faut pas s'inquiéter, il a vraiment encore largement le temps jusqu'à 37 semaines de se retourner, de se bien positionner, donc faut pas du tout paniquer. Si jamais votre bébé se trouve en siège à cette période là, on va quand même on va très certainement vous prescrire une échographie vers 37 semaines pour se rassurer que votre bébé s'est bien retourné. Et si jamais ce n'est pas le cas, on va vous prescrire un scanner pour vérifier la largeur de votre bassin et vérifier si votre bassin est assez large pour faire passer le bébé. Si jamais ce n'est pas le cas non plus, dans ce cas-là, on va vous prescrire une césarienne. Cette échographie s'est très bien passée. Nous n'avons eu aucune anomalie. Tout allait très bien, ma puce bougeait parfaitement bien. L'échographiste a aussi pu réaliser une petite photo de ma poupette en 3D, même si c'était assez difficile puisque sa tête est déjà bien engagée dans le bassin. Et c'était vraiment très difficile d'attraper son visage, surtout qu'il bougeait beaucoup et faisait une petite gymnaste. Elle avait une des jambes qui était juste à côté de son visage et se cachait aussi avec ses mains. Enfin, c'était vraiment rigolo pour essayer de prendre sa photo. Mais franchement, elle est née exactement comme sur la photo. Par contre, je sais que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde puisque ma soeur, quand elle a réalisé ça et son échographie 3D à 32 semaines, ça n'avait rien à voir du tout avec la tête que sa fille elle avait à la naissance. Donc d'un côté, c'est vraiment très bien, très sympa de pouvoir voir en fait la tête de son bébé à peu près en fait à quoi elle ressemble. Mais il ne faut pas vraiment se fier à 100%, c'est pas encore sûr et certain qu'il va être comme ça. Et donc comme je vous disais, c'est à partir à peu près de 32 semaines que ça commençait à devenir de plus en plus pénible. Évidemment, j'étais très contente chaque fois que je ressentais les mouvements de ma puce. Elle bougeait vraiment très bien et ça me faisait un bien pas possible parce que vous avez vraiment cette petite connexion avec votre bébé, vous pouvez la caresser. Moi, ce que je faisais toute la grossesse, je lui chantais, surtout à la fin de la grossesse, je lui chantais toujours la même berceuse et en fait depuis qu'elle est née, je la chante la même et je sais pas, j'ai l'impression que ça lui plaît, en tout cas elle lui plaît cette berceuse. Je ne sais pas si ça lui rappelle un peu des souvenirs de la période quand elle était dans le ventre, je ne sais pas du tout. En tout cas voilà, ça me rassure. Mais évidemment il y avait des petits désagréments, disons, on va dire comme ça, auxquels il faut être préparé. Il y a des choses qui sont assez générales pour tout le monde. Il y a des choses qui arrivent chez certaines femmes qui n'arrivent pas chez les autres. Moi, je veux parler vraiment de moi, de ce que moi je ressentais. Évidemment je faisais pipi très souvent. Très souvent. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'avais un ventre très grand. Bien grand. Et vous verrez à la fin de la vidéo, je vous montrerai une photo de moi vraiment le jour de l'accouchement, le jour J. Il était juste énorme. Tout le monde croyait que j'avais vraiment des jumeaux ou des triplés même. Mais à part le fait de faire d'aller pipi très souvent, j'avais aussi un petit désagrément en forme de fuite urinaire. Alors je ne peux pas dire
que je remplissais carrément la culotte, non pas du tout, mais il y avait des petites gouttes qui sortaient de temps en temps. Parfois j'avais un peu du mal à vider ma vessie complètement, apparemment, puisque c'est souvent après que ça se produisait, ou lorsque je toussais, j'éternuais, je faisais des mouvements assez brusques, il y avait des petites fuites urinaires. Enfin, c'est comme ça, honnêtement, je vous dis, honnêtement, je n'ai pas essayé, je n'ai pas utilisé des langettes, vous savez, les petites langettes pour tous les jours, des serviettes hygiéniques pour tous les jours. Je n'ai pas du tout essayé ça parce que, enfin, ça fait des années que je ne m'en sers plus du tout. C'est pas du tout bien en fait pour nos parties intimes. Ou sinon il faut les changer vraiment toutes les 2-3 heures et pas la garder toute la journée du matin au soir. Comme c'est un endroit bien chaud et bien humide, c'est vraiment le paradis disons pour toutes les bactéries. Ils commencent à se reproduire en vitesse. Et est-ce que j'ai besoin de vous raconter ce qui se passe par la suite? Voilà, moi j'avais pas du tout envie d'avoir ce genre de problème, donc ce que je faisais c'est je me lavais plus souvent, je changeais 2-3 culottes par jour s'il le fallait, et puis voilà. C'est pas vraiment bien grave, c'est pas... faudra juste passer un petit peu plus de temps pour son hygiène. À la fin de ma grossesse, comme au début de la grossesse en fait, j'avais des pouces des acnés. Ce que je n'avais pas du tout pendant le deuxième trimestre de la grossesse. Le deuxième était très bien. Le troisième, j'ai commencé à avoir vraiment des belles poussées des acnés. Un petit peu normal, mais c'était surtout en fait, c'était surtout sur le dos et sur la poitrine. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment surtout sur la poitrine. Sur le visage, il y en avait, mais vraiment très peu. Mais la grosse partie, c'était sur la poitrine et sur le dos. Vers le 8e mois, j'ai commencé à avoir la petite ligne marron, vous savez, cette petite ligne qui va de nombril jusqu'en bas, jusqu'au pubis. Et ça commençait à apparaître vraiment vers 8 mois et c'est dingue comment il est apparu vite. En fait, elle est devenue très foncée très rapidement. Elle était bien marquée, bien large. Maintenant, presque 5 mois postpartum, elle reste toujours, mais elle est beaucoup plus claire. Elle est vraiment beaucoup plus claire, elle est plus... un petit peu jaunâtre, vous savez, mais très légère. Je continuais à avoir du fluide de colostrum. Le colostrum, c'est le liquide qui est produit par vos seins. C'est en fait comme une essence, vous savez. C'est un petit liquide tout transparent, parfois peut-être un petit peu jaunâtre, qui est assez épais et très sucré. C'est le liquide en fait que le sein va produire les premiers jours de la vie de votre bébé jusqu'à l'arrivée du lait. Et ce petit liquide, il en faut vraiment très peu pour votre bébé au tout début. Il est vraiment très nourrissant. Mes mots de dos ont continué de s'accroître les 2 derniers mois de ma grossesse. Parce que c'est quelque chose quand même de tout à fait normal vu la taille de mon ventre et vu la grande prise de poids que j'ai eue. Il fallait complètement s'y attendre, surtout que même de toute façon au temps normal j'avais toujours un peu mal au dos parce que j'ai une petite malformation au dos. J'ai essayé de suivre le conseil de ma gynécologue et de porter une ceinture de grossesse que j'ai achetée, que j'ai eue vers 6 mois de ma grossesse. Et en fait je peux vous dire que je n'ai jamais pu l'être portée. J'ai essayé à 6 mois, j'ai essayé à 8 mois, j'ai essayé vraiment avant l'accouchement et c'était vraiment juste pas possible parce qu'elle me serrait de trop. Même si je la desserrais au maximum, même si je la mettais, je la serrais bien, je vais vraiment tester plein de positions différentes. Je suis allée voir mon pharmacien pour qu'il me la mette proprement. Mais c'était juste pas possible. Ma puce, ça lui plaisait absolument pas. Elle n'aimait pas du tout ça. Elle commençait tout de suite à donner des beaux coups de pied, de bouger de toutes ses forces pour que j'enlève ce machin là. Voilà, donc c'était pas possible du tout. On vend aussi, vous pouvez aussi trouver des culottes spéciales. Vous savez, les culottes genre à la culotte grand-mère qui va jusqu'au sein, qui permettra en fait de vous soulager un petit peu le dos et de bien maintenir le ventre. Pour moi c'était pareil, impossible de la porter. C'était pas confortable du tout. Voilà, ça c'était juste mort. En parlant de vêtements de grossesse par exemple, je commençais à porter les jeans de grossesse à partir de 12 semaines quand mon ventre a commencé à pousser. Et je les ai portés jusqu'à la fin. Et je peux vous dire les filles, franchement, si vous voulez, évidemment vous pouvez le faire, mais je ne vous conseille pas du tout d'acheter des robes spéciales grossesse, des hauts spéciaux grossesse, enfin
déjà c'est quelque chose qui coûte assez cher. Je ne vois pas vraiment utilité d'acheter des vêtements spéciaux pour ça, puisque vous pouvez très bien faire comme moi j'ai fait, d'économiser disons de l'argent et de prendre juste les t-shirts de deux tailles en dessous, au-dessus, de prendre des choses bien élastiques, de prendre des vêtements bien élastiques ou bien évasés par principe. Mais moi surtout ce que je faisais, c'est que ce qu'il faut vraiment acheter, c'est au moins 2 pantalons de grossesse, un jean et un legging de grossesse. Ça c'est vraiment, ce sont des basiques. Parce que moi personnellement, le jean de grossesse, je l'ai porté jusqu'à il y a encore 4 jours. Voilà, j'ai porté mon jean de grossesse parce que mon ventre il est déjà bien dégonflé, mais il n'est pas encore, il n'est toujours pas parti. Et j'avais vraiment du mal à rentrer. Enfin, j'arrive toujours pas à rentrer dans mes jeans d'avant grossesse, puisque je faisais la taille 40. Là je suis à un bon... là je suis quelque part entre 42 et 44. Et je me suis acheté un jean à taille 44 et là j'ai réussi à rentrer mes fesses et mon ventre dedans et je suis trop contente. Mais un legging de grossesse et un jean de grossesse, c'est quelque chose d'obligatoire qui vous servira vraiment bien. Par contre, essayez de prendre quand même au moins une taille au-dessus de votre taille habituelle. Donc par exemple, si vous faites du 40, prenez votre jean de grossesse en taille 42 afin que vous puissiez le porter un petit peu plus tard lorsque vous allez prendre un petit peu de poids. Enfin, il y a des chanceuses évidemment qui n'en prennent pas du tout. Moi c'était pas mon cas parce que moi j'ai pris 35 kilos en tout. Donc j'ai changé de taille de pantalon. Mais voilà, un 42, une taille au-dessus minimum. Et un leggings de grossesse, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Puisqu'un leggings déjà c'est très pratique, c'est quelque chose qui vous sert absolument pas. Confortable tout simplement. Moi j'ai acheté les miens chez H&M parce ils vendent aussi des vêtements maternité. Et j'ai pris un qui allait vraiment jusqu'au sein, qui montait tout en haut. Ça c'est vraiment très pratique, c'est vraiment quelque chose de vraiment super bien. Aussi un autre problème que j'avais pendant un fin de grossesse, c'était des jambes gonflées. En fait j'ai commencé à faire de la rétention d'eau, même si je buvais assez d'eau, à savoir il faut boire minimum 2 litres d'eau par jour. Ça c'est déjà au temps normal lorsque vous n'êtes pas enceinte, mais lorsque vous êtes enceinte, voire 2 litres et demi. Même si j'essayais de bouger maximum, en tout cas je me forçais tous les jours de faire une petite balade de moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Je prenais mes chiens, j'allais dans la forêt, dans le parc derrière et je me baladais parce qu'il faut vraiment bouger. Il faut pas rester juste assise, il faut bouger, il faut se forcer de toute façon pour ne pas rester juste allongé sur le canapé parce que ça vous fera rien, ça ne vous fera pas du bien, ça c'est sûr et certain. Mais j'avais les jambes qui gonflaient de plus en plus. Je sais, c'est ma faute parce que je portais pas des bas de contention. Ma gynécologue me le disait, les médecins me le disaient, il faut porter votre bas de contention. Mais enfin, je sais, c'est un peu con ce que je veux vous dire, mais imaginez-vous qui fait plus 30 dehors. Je sais pas si vous vous rappelez un peu de la chaleur qu'il faisait cet été, au mois d'août, au mois de juillet. Au-dessus de 30 degrés dehors. Moi, je crevais de chaud parce que j'avais mes bouffées de chaleur, donc je vous dis pas dans quel état j'étais. Et en plus de mettre les bas de contention, là franchement je pouvais pas, franchement je ne pouvais pas. Surtout que les seules godasses dans lesquelles j'étais capable de rentrer étaient mes tongs. Donc bas de contention avec les tongs, je me voyais un peu mal dedans, parce que le reste des chaussures, bah, je rentrais pas dedans. Hein. Là. Et porter des tongs avec des bas de contention, bah, ça je pouvais pas. Mais sinon, si vous êtes enceinte en hiver, si vous avez le dernier mois de grossesse, vous les portez en hiver ou dans une période de l'année assez froide, les bas de contention c'est quelque chose de très hautement conseillé à porter la fin de la grossesse. Même maintenant il est prescrit dès le début de la grossesse et vous conseille de porter tout au long de la grossesse. Et aussi pendant au moins un mois après l'accouchement, puisque ça vous permettra justement d'éviter des grandes rétentions d'eau et aussi d'éviter la phlébite et la varicose. Par contre, une chose que je veux vous dire, c'est que j'ai bien porté mes bas de contention après la césarienne. Par contre, j'avais vraiment un grand désagrément, c'est que moi qui n'a jamais eu des ongles cornus, un cornet, voilà, quelque chose comme ça. Vous savez, c'est un ongle qui pousse en fait dans la peau et qui vous fait
un mal de chien. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Mais après l'apport de bas de contention pendant 2 semaines, j'avais les ongles incornés sur mes pieds. Et c'était la cata. À 35 semaines de grossesse, j'ai eu la visite, donc la dernière visite à la maternité. Si vous ne le savez pas encore, j'ai accouché à l'hôpital Mignot, qui se trouve à Chennai, donc à côté de Versailles. C'est le centre hospitalier de Versailles. J'ai eu avec le docteur obstétricien. On m'a encore réalisé les bilans normaux. Ils ont la prise de pipi, prise de tension, de poids. Elle m'a aussi pulpé. Elle a regardé un peu si. Elle a regardé en fait, la taille de mon utérus. Elle a écouté les battements de cœur de mon bébé, elle a regardé son positionnement et tout. Et moi je lui ai présenté donc les certificats établis par mon médecin ophtalmologiste, puisque je savais dès le début de la grossesse, depuis que j'ai 14 ans en fait, je savais très bien que je n'allais pas accoucher par la voie basse, mais je devais avoir que la césarienne à cause de ma vue, parce que j'ai une haute myopie avec avec la dystrophie de la rétine et les changements dans le fond d'œil. Alors, tout ça fait que c'est très risqué pour moi d'accoucher par la voie basse et les efforts expulsifs me sont interdits. Donc en gros, c'est pas du tout conseillé pour moi de pousser, puisque je peux avoir un déchirement de la rétine pendant les efforts expulsifs tout simplement et devenir aveugle. Voilà. Du coup, c'était que la césarienne, donc pour cette raison-là. Mais donc je donnais mon certificat médical à mon certificat donc établi par mon ophtalmo au médecin, et là elle m'avait dit que oui, on va faire un concilium, on va voir avec les médecins, on va regarder votre dossier et examiner les situations, on va vous dire si on vous autorise la césarienne ou pas. Alors là franchement j'avais la trouille, parce qu'elle m'avait dit oui, mais vous savez, après la césarienne il existe d'autres moyens, il existe la ventouse, on peut aussi utiliser les forceps. Alors là je l'ai regardé avec des gros yeux. Et elle me dit, attendez madame, je ne peux pas pousser. De toute façon, pour l'utilisation de la ventouse, il faut pousser, il faut bien pousser, c'est quelque chose qui va juste permettre de sortir le bébé assez rapidement. Et de deux, les forceps, attendez, je suis saine d'esprit et je sais très bien à quoi peuvent mener l'utilisation de forceps et de ventouses sur les nouveau-nés. Et je n'ai absolument pas envie d'handicaper mon bébé. Surtout sachant que les forceps, ils allaient les entrer où franchement pour sortir mon bébé si ça aurait été pas une césarienne. Si je n'ai pas le droit de pousser, donc ils allaient entrer des forceps gros comme ça dans mon col d'utérus et puis sortir ma puce de tout en haut de l'utérus jusqu'en bas. Oh là là. Là franchement j'ai eu la peur de ma vie. Mais bon, finalement, une semaine plus tard, j'ai reçu un courrier donc, de la part de l'hôpital Mignot, me disant que ma césarienne a bien été programmée pour le 8 septembre. Et j'étais aux anges, j'étais vraiment soulagée. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point j'étais soulagée. La semaine d'après, donc à 36 semaines, il y a quelque chose pas sympa du tout qui a commencé. En fait, j'ai commencé à avoir la symphysite. Alors, qu'est-ce que c'est que la symphysite? Vous vous dites sûrement. En fait, si vous voulez, votre bassin, surtout le devant, il est composé un peu comme de deux os qui se collent l'une entre l'autre. Ils sont joints par un cartilage. Et on entend souvent dire qu'avant l'accouchement, on a les os qui s'écartent. En fait, les os ne s'écartent pas. Les os ne s'écartent pas du tout. C'est juste les cartilages qui se ramollissent à l'effet de l'hormone relaxine qui commence à se produire dans l'organisme. Et cette hormone relaxine, elle permet en fait de ramollir un petit peu les cartilages, ce qui fera que votre bassin sera un petit peu plus souple, disons, et pourra facilement laisser passer votre bébé. Mais parfois, il arrive qu'il y a un peu trop de relaxine qui est produit et les cartilages se ramollissent un peu de trop. Et ça fait du mal, et ça fait un mal de chien. Et c'est aussi c'est quelque chose qui peut couramment arriver, et ce qui m'est arrivé à moi. En France,
je sais que les médecins, franchement, apparemment, ils n'en ont rien à faire du tout, puisque j'en ai parlé à ma gynécologue, j'en ai parlé à la maternité, et je leur ai dit que j'ai ce problème-là, je suis pas bien. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Bah, principal, c'est que votre bébé voit bien, puis le reste, on s'en fout. Vous attendez que soit votre bébé se décide à sortir, ou la date programmée de la césarienne. Par contre, en Russie, lorsque nous avons ce problème-là, c'est directement la césarienne, on soulage la maman. Parce que c'est très dangereux en fait d'accoucher par la voie basse avec, si jamais on a la symphysis, parce que ça peut mener, ça mène en fait à des complications et de traumas chez la maman. Il y a même des cas d'handicap dans ces cas-là. Quoi se représente donc la symphysis? Quels sont les symptômes? Le premier symptôme, ce sont des douleurs au bassin. Et moi, la première fois que je l'ai senti, c'est en fait j'étais en train de monter les marches, parce que nous sommes un duplex, et donc je monte les escaliers au moins, je sais pas, 10-15 fois par jour minimum. Je commençais à monter les marches, et là, à un moment donné, que j'ai juste levé ma jambe, j'avais l'impression qu'on m'a enfoncé un couteau droit dans mon vagin. C'était vraiment... C'était super douloureux, ça me faisait trop mal. Et en fait, toutes les marches jusqu'en haut, ça m'a fait mal. C'était vraiment très 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 douloureux. Ça commençait comme ça. Ensuite, au fur et à mesure des semaines, donc au fil des semaines, ça s'aggravait. J'avais mal dans tout le bassin, je commençais à avoir du mal à dormir. Je pouvais, que ce soit sur le dos, sur le côté, j'avais du mal. J'avais vraiment très mal. Lorsque j'étais assise, j'avais vraiment mal au bassin. Enfin, c'était vraiment pénible et à 38 semaines, 37 semaines, je n'en pouvais plus du tout. Franchement, je vous jure, les filles. Il y a un moment où j'ai vraiment craqué parce que je sais que c'est très mauvais de faire ça. J'avais vraiment honte de moi le lendemain, mais j'étais en train de pleurer. Je pleurais et je suppliais ma fille de sortir parce que je n'en pouvais plus. Voilà. Mais c'était vraiment difficile parce que enfin, quand tu t'allonges et ça te soulage pas, tu t'assois, ça te soulage pas, tu restes debout, ça te soulage pas, t'as mal en permanence. Et je voulais pas non plus me droguer, disons, au médoc et de prendre des Doliprane et des Doliprane et de Doliprane, surtout que ça me faisait pas grand chose. Enfin, j'ai quand même, de toute façon, j'ai évité au maximum les médicaments pendant la grossesse, même si ce sont Spasfon et Doliprane, c'est quelque chose qui est autorisé, tout à fait autorisé pendant la grossesse et qui ne fait pas de mal au fœtus. Moi, j'évitais quand même. Je prenais vraiment quand je n'en pouvais plus du tout. Là, même les Doliprane ne m'aidaient pas. À partir de la 36e semaine, je commençais à avoir des contractions d'entraînement. Alors, vous en avez déjà peut-être entendu parler des contractions de Braxton Hicks. C'est quelque chose qui arrive presque chez toutes les femmes à la fin de la grossesse. C'est quelque chose de tout à fait normal, il ne faut absolument pas s'inquiéter. Les contractions d'entraînement, elles sont en fait indouloureuses, ils ne font pas du tout mal. C'est juste qu'à un moment donné, vous pouvez être dans n'importe quelle position, allongée, assise, debout, comme vous voulez. Parfois, votre ventre va juste se contracter, il va se devenir comme une petite pierre, vous sentez vraiment qu'il est devenu tout dur, ça va faire un petit peu drôle. Enfin, vous allez le ressentir direct. Mais ce sont des contractions qui ne font pas du tout mal. C'est absolument indouloureux et il ne faut pas du tout s'inquiéter. Ils peuvent démarrer à partir de 29 semaines. Alors ce qui se passe tout simplement, c'est que votre organisme, votre utérus, il commence à se préparer pour l'accouchement. Et pendant quelques semaines avant l'accouchement, vous allez avoir ce genre de contractions, donc surtout indouloureux. Et les choses importantes aussi, c'est qu'ils n'ont pas de périodité définie. Donc c'est pas des contractions qui vont arriver par exemple toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes. Pas du tout. L'intervalle peut être 5, 2, 20, 30 minutes entre chacune des contractions. Il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, il n'y a pas besoin de courir dans la maternité, pas du tout. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous détendre, allonger, respirer assez profondément. Ça va passer de toute façon, ça dure généralement une trentaine de secondes. En tout cas, chez moi, ça durait une trentaine de secondes à chaque fois. Et vous pouvez, si vous voulez, noter les heures. Donc, par exemple,
prendre 5 contractions et noter donc les intervalles et voir les intervalles entre les contractions. Donc si jamais vous n'avez pas des intervalles égaux, c'est que ce sont les contractions d'entraînement et il ne faut absolument pas paniquer, tout va bien. Votre organisme se prépare, c'est un vraiment très bon signe que c'est pour bientôt. Et à un moment donné, c'est aussi parce que, comme je vous ai déjà dit, j'avais vraiment du mal. Et à 37 semaines, c'est la première fois que j'ai craqué. Et j'avais ces contractions d'entraînement, ils étaient assez... ils duraient en fait pendant plusieurs heures, pendant 12 heures d'affilée, je crois, j'avais ces contractions. Puis vous savez, j'avais tellement envie d'accoucher au plus vite que j'avais appelé la maternité. Donc je les expliquais que j'ai ça comme symptôme. En même temps j'avais un petit peu des nausées, je commençais à avoir, c'était vraiment tout drôle parce que du coup j'avais plus faim du tout. J'ai passé quasiment 2 jours sans rien manger du tout parce que j'avais pas faim. On dit aussi souvent que c'est quelque chose qui arrive souvent juste avant l'accouchement, puisque l'organisme est comme... Puisque vous savez souvent, vous pouvez avoir une petite diarrhée, vous pouvez ne plus du tout avoir faim. C'est quelque chose de normal qui peut tout à fait arriver et qui est un des symptômes du travail en approche. Donc moi je me disais, voilà, j'ai quand même quelques-uns de ce genre de symptômes. Peut-être que c'est ça, peut-être que à la maternité ils vont me dire, allez venez, on va vous faire la césarienne, puisque moi j'en pouvais vraiment plus. Si jamais je trouve, je vous mettrai une petite vidéo que mon mari a filmée à la maternité lorsque nous y sommes allés, comment je marchais. Vous comprendrez vraiment tout. Et donc du coup ce qu'ils m'ont dit à la maternité, c'est tout simplement de m'allonger, de me détendre, de prendre 2 space-fonds et d'attendre un petit peu et voir si jamais les contractions allaient revenir. Puisque si jamais les contractions continuent après la prise de 2 space-fonds, c'est très probable que ce sont des vraies contractions. Si avec le space-fond et le repos et une bonne respiration, les contractions partent, c'est que ce sont juste simplement les contractions d'entraînement. Vous restez chez vous, vous continuez à vivre votre petite vie et vous attendez le jour J. Et donc après ce cas-là, ça c'était à la fin de 36e semaine, et à la fin de 37e semaine, j'aurais eu un épisode pareil, sauf que cette fois-ci les contractions étaient un petit peu plus souvent, et il durait, je commençais à les avoir vraiment tôt le matin, et il durait jusqu'à 16 h, j'en avais partout plein dans la journée, mais encore une fois il n'était pas régulier, il n'y avait pas des intervalles précis, il y avait 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 25 minutes, enfin c'était vraiment comme ça, mais je me sentais vraiment pas bien. J'avais des nausées, j'avais la tête qui tournait, j'étais très fatiguée, j'étais vraiment pas bien du tout. Mon mari il voyait très bien l'état dans lequel j'étais et il voulait vraiment m'aider autant qu'il pouvait, et donc cette fois-ci on n'a pas appelé la maternité, on y est allé directement. Et c'est là d'ailleurs que j'ai préparé ma valise maternité, puisque je l'ai pas faite avant. Nous sommes allés directement dans la maternité et ils nous ont très bien accueillis. Ils m'ont fait faire donc encore une fois une petite prise pipi, une petite prise de sang, et ils m'ont mise donc sous monitoring. Donc j'étais allongée pendant une petite demi-heure avec les capteurs sur le ventre pour voir en fait les contractions. Et un truc vraiment dingue, ça franchement, j'étais un peu furaxée parce que j'avais des contractions depuis le matin. J'avais des belles contractions, vous savez, assez fortes quand même, assez bien, que je les ressentais très bien. Et du coup, d'un moment à l'autre, dès qu'on m'a mis des capteurs sur le ventre, elles ne bougeaient plus du tout. Je n'avais plus une seule contraction. Pendant une demi-heure. Top. Franchement, je me suis sentie un peu une débile quand même. Mais bon, on nous a quand même fait une petite échographie pour se rassurer que tout allait bien, que ma puce allait bien. Et elle nous a laissé partir, on nous a dit, bah écoutez, vous venez, si jamais vous venez avant le 8, si jamais le vrai travail commence, ou sinon on se voit le 8, le jour de la césarienne programmée, tout simplement, voilà. Et là sont commencées les 2 semaines les plus longues de ma vie. Parce que je me faisais chier, je me faisais clairement chier, c'était vraiment
trop dur. C'est long puisque vous savez déjà que j'avais déjà tout repassé, j'avais déjà tout préparé, j'avais déjà tout trié, rangé. L'appartement était prêt et je ne savais plus quoi faire. Franchement, je passais mes 2 semaines, les 2 dernières semaines, à être assise comme une poule devant le télé, devant le PC, sans savoir quoi faire. Je regardais les séries, je regardais énormément de vidéos sur YouTube, sur la grossesse, les conseils sur l'allaitement. Et c'était pénible, j'avais du mal partout. J'avais du mal à dormir, il faisait chaud en plus. Et je ne savais plus du tout de quoi m'occuper. J'ai commencé à faire des coloriages anti-stress. J'ai regardé des séries, j'ai regardé des vidéos, je les regardais en fait pour la 3e fois je pense déjà. Toutes les vidéos sur la maternité, sur l'allaitement. Je faisais de mes petites notes puisque je me suis fait un petit cahier avec des notes, un petit carnet avec des notes où j'ai marqué toutes les bases pour l'allaitement, donc pour les premiers jours à la maternité, pour si jamais j'oublie quelque chose, si jamais quelque chose me sort de la tête, de l'avoir vraiment juste sous à portée de main. Et c'est à peu près tout. Voilà, ce sera à peu près tout parce que j'ai eu ma césarienne à 39 semaines finalement. Finalement, ma puce n'a pas voulu sortir. Elle n'a pas du tout voulu sortir et elle a attendu jusqu'au bout. Elle a attendu jusqu'à 39 semaines et un jour. Donc le 8 septembre, le jour de la césarienne programmée. Sortie par la césarienne et c'était vraiment le jour où toute ma vie chamboulée, le jour c'était vraiment, pour moi c'était vraiment le jour le plus heureux de ma vie, je m'en rappelle toujours et c'était vraiment tellement plein d'émotions, tellement rempli d'émotions que c'est quelque chose d'inoubliable. Enfin, quand on attend un bébé, lorsqu'on l'attendait avec impatience pendant 9 mois, c'est vraiment un jour magique. Si on voulait ce bébé, si on l'attendait vraiment, ce sera quelque chose qui changera votre vie pour toujours. Et du coup, comme c'est une vidéo déjà très longue, j'ai déjà décidé que je vous ferai donc une autre vidéo, donc la vidéo numéro 4, qui sera sur la césarienne. Je vous parlerai en détail de la césarienne, comment ça s'est passé, toutes les procédures, combien de temps ça a pris, tout vraiment étape par étape. Si jamais j'ai oublié de dire quelque chose dans cette vidéo qui va être déjà très longue, si jamais il y a quelque chose que je n'ai pas dit, n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires, je serai toujours très ravie de vous répondre. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou, vous pouvez poser tout genre de questions, je répondrai toujours avec un grand plaisir les filles. Pour moi, il n'y a pas du tout de souci. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me joindre sur Instagram et sur Facebook, tous les liens vous les trouverez dans la barre d'infos. Et sur ce, j'espère vraiment que votre grossesse se passe bien, que votre accouchement se déroulera à merveille, et que votre bébé, vous serez vraiment en bonne santé. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur, je vous fais des gros bisous et je vous dis paka paka.